Mag 7. Salut tout le monde, Mag 7, épisode 17 que nous enregistrons aujourd'hui dans la bibliothèque Abbé Grégoire de Blois. Et merci à toute l'équipe de la section musique, cinéma et jeux vidéo de nous accueillir. Donc Mag 7 est un podcast qui met en valeur le cinéma sur support physique et sa disponibilité au sein des services publics de façon quasiment gratuite, voire ici totalement gratuite à Blois. Le principe du podcast, un ou une invitée qui sélectionne 7 DVD dans les bacs avec une seule contrainte. Aucune idée préconçue concernant le choix des films. C'est la recherche dans les bacs qui devra guider son choix, que ce soit des films vus ou pas. Donc mon invité d'aujourd'hui, il est plasticien, sculpteur et musicien. Vous avez peut-être vu ses œuvres au cinéma car il travaille à la construction de décors, éléments qui peuvent sauver un film. Vous avez pu voir notamment ses œuvres en France dans La Nonne 2 ou The Killer de John Woo, le dernier. Et il est promis à une belle carrière, je lui souhaite le meilleur pour le futur. Salut Simon, comment ça va ? Ça va super. Bon bah très bien. J'ai une petite question traditionnelle souvent avant de commencer de décortiquer ta sélection. C'est est-ce qu'il y a un film, un moment, un réalisateur, un événement que tu pourrais considérer comme le point de départ de ton amour pour le cinéma ? Oui. Je pense que c'était quand j'étais au lycée et c'était un film de Piala qui s'appelle À nos amours qui m'avait grave marqué. C'est mon père qui m'avait montré ce film-là. Il l'avait enregistré en VHS. Et il y a eu une année où il m'a montré pas mal de films un peu comme ça, dont À nos amours de Piala, Le désert rouge d'Antonioni aussi. J'avais un peu rien compris. J'étais un peu jeune pour l'époque. Mais ça m'avait vraiment marqué. Voilà. Ok, ouais. Très bien. Donc maintenant, nous allons aborder ta sélection. Ouais. Je m'appelle Lucas, je suis lycéen et ma vie est devenue une bête sauvage. Papa est mort, c'est ça ? C'est les gendarmes qui sont venus me l'annoncer. Tu te sens comment ? Je me sens comme anesthésié. Je propose que Lucas vienne à Paris avec moi pour une semaine. Je vais pas pouvoir beaucoup m'occuper de toi, mais ça te fera un vrai cœur en lycée comme ça. Alors, cette première journée ? Cool, t'as pas menti sur ton âge ? Pour commencer, tu as sélectionné Le lycéen de Christophe Honoré, donc un film français de 2022. Oui. Et du coup, je trouvais ça bien de le mettre en premier parce que c'est vrai que les films de Christophe Honoré, c'est un peu les premiers films que j'ai regardés aussi quand j'avais 18 ans. Et donc j'avais vu un peu tous ces films de l'époque qui sont assez connus, genre Non ma fille tu n'iras pas danser, La belle personne. C'était un peu mon premier accès au cinéma français en autonomie, on va dire. Et ces derniers temps, j'avais un peu lâché l'affaire avec Christophe Honoré parce que j'étais un peu déçu des films qu'il a fait autour de 2015-2016. Et dans les derniers films qu'il a fait, il y a notamment donc Le lycéen, que j'ai vu il y a 1 ou 2 ans, enfin je sais plus trop quand, mais... et qui est vraiment vraiment super. Je trouve que c'est vraiment dans le genre drame, c'est vraiment un drame dans toute sa splendeur, avec donc cet acteur qui s'appelle Paul Kircher, et donc du coup il a vraiment révélé cet acteur dans ce film-là. Lui, je l'avais vu dans Le règne animal, un autre film un peu de genre français qui est sorti après celui-là, et que j'avais pas du tout aimé d'ailleurs, par la même occasion, et j'avais pas aimé cet acteur-là non plus. Et bon, j'y étais allé un peu reculons du coup, et ça m'a bouleversé. Okay. Voilà. Ça raconte vraiment, dès le début du film, voilà, en gros, il perd son père, et donc c'est un peu une histoire de deuil couplée un petit peu à... c'est un peu un récit initiatique, quoi. Il est en train de grandir, il doit avoir 17-18 ans, il est en terminale, et donc il y a vraiment la relation avec sa mère, son frère qui est joué par Vincent Lacoste, qui fait de plus en plus de très bons rôles aussi, je trouve, cet acteur-là. Et c'est hyper touchant, c'est hyper juste, le jeu d'acteur est vraiment génial, et lui, il a un jeu très particulier, je pense qu'il joue pas tant que ça, d'ailleurs c'est juste qu'il est comme ça, il a une voix bizarre, il fait des tronches un peu bizarres, mais du coup ça rend le film vraiment hyper réaliste, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une vraie personne, quoi. Et je trouve que ça raconte bien, voilà, la fin de l'adolescence, si on peut dire, même si bon, elle continue quand même un peu après 18 ans, mais... Et ouais, ça m'a vraiment touché, beaucoup touché. Et lui, il monte à Paris notamment pour
son frère, il est plasticien, il doit avoir, je sais pas, 22-23 ans, donc il découvre Paris, il découvre son homosexualité aussi, et c'est hyper juste. Franchement, je le conseille fortement. Très bien. Ouais. Très bien, c'est un film que moi je ne connais pas. Je ne suis pas trop la carrière de Christophe Honoré, à vrai dire. C'est vrai que c'est pas. J'ai vu 2-3 de ses films, ça n'a jamais aucun n'a matché. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai pas creusé après, quoi. Ouais. Donc, mais en tout cas, ne regardez pas Chambre 212. Ok. Celui qu'il a fait juste avant. D'accord, très bien. Donc voilà, le lycéen de Christophe Honoré. Ouais. C'était un plateau aride qui se terminait en terrasse. Alors seulement on nous apprend l'élégance dans l'uniforme et sous l'uniforme. Et les plis, ça concourt justement à cette élégance. On raconte beaucoup d'histoires à propos de ce terrible cul-de-sac. Le diable, les esprits malins, le mauvais œil. Oui, il t'aime toi. Méfie-toi de lui. Donc maintenant, nous allons évoquer Beau Travail de Claire Denis, donc encore un film français de 1999. Ouais. Bah, gros chef-d'œuvre aussi. J'ai choisi ça parce que Claire Denis, c'est une de mes réalisateurs même, préférées en France. Toute sa filmographie est absolument incroyable. Et Beau Travail, vraiment, je trouve que c'est une belle synthèse de ce qu'elle cherche à faire à chaque fois dans son cinéma. En gros, c'est vraiment une histoire à chaque fois. Souvent dans ces films, le film commence, on est situé quelque part, on ne sait jamais trop où, on n'a pas tous les éléments. C'est des films qui expliquent peu et qui donnent beaucoup plutôt à ressentir en fait. Et Beau Travail, donc c'est un film avec Denis Lavant, Michel Subor et Grégoire Collin. Donc elle travaille souvent avec ces acteurs-là, notamment Michel Subor et Grégoire Collin, qu'on voit assez peu en fait dans le paysage du cinéma français aussi. Elle les met souvent en avant. Et c'est vraiment des acteurs, je trouve, incroyables. Et en gros, dans ce film-là, on suit des légionnaires qui sont dans un pays qu'on imagine situé en Afrique, mais on ne sait pas où, on n'a pas d'éléments de la géographie ni rien. Et en fait, on suit ces hommes qui se préparent à la guerre, qui font leurs entraînements, mais la guerre n'arrive jamais, il ne se passe rien en fait de tout le film. Et on les voit juste s'entraîner, transpirer, et ça se transforme en une espèce de chorégraphie où ils sont tous là avec leur groupe de l'armée dans le désert, en train de faire des pompes, en train de faire des étirements. Et ouais, il y a une chorégraphie qui se met en place qui est hyper belle. Et une espèce de tension aussi masculine qui est un peu... qui évoque un peu de l'homosexualité, mais vraiment planquée sous des couches et des couches de regard et de sens. C'est jamais clairement, là aussi... mise en lumière et expliquée, quoi. Et c'est ça qui fait un peu toute la subtilité du film. Donc c'est que du sensoriel, quoi. Okay. Et on est vraiment embarqué, je trouve, du début à la fin. Et ouais, ça représente bien son cinéma, je trouve. Ok. Moi, je connais un peu des films de ce style-là. Je pense, ça me fait penser à La colline des hommes perdus de Sidney Lumet. Ouais. Qui se passe, donc c'est un film des années 60, le premier film de Sean Connery, pas le premier film de Sean Connery, un des premiers films de Sean Connery pendant sa période James Bond, en dehors, un des premiers films où il n'a pas de perruque, on s'aperçoit qu'il est chauve, où il joue c'est un centre de l'armée britannique, et en fait c'est un centre qui recueille tous les dissidents et les déserteurs. En fait c'est une pénitencier dans le désert, où en fait le but c'est, pour les punir, ils sont en train de construire une colline, donc tu vois tous les hommes faire des exercices, pelleter des sauts de terre pour construire une colline, et après faire l'exercice, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et il y a un peu aussi il n'y a pas vraiment d'intrigue, de finalité. Tu assistes juste à cette espèce de spectacle complètement absurde avec des militaires. Puis hyper abstrait, quoi. Et la fin par contre est beaucoup plus, je dirais, explicite au niveau de l'antimilitarisme. Mais voilà, mais ça me fait au niveau de la fin, je pense qu'il y a des points en commun. Puis c'est un film qui est assez peu connu. Je pense que c'est le meilleur film de Sean Connery en dehors des je regarde. Trop bien. En noir et blanc. Et c'est Sidney Lumet, donc ça reste toujours souvent des grands films. Et donc là, toi, tu nous as présenté Beau Travail de Claire Denis. Ma très chère petite fille, je suis on ne peut plus heureuse d'avoir de tes bonnes nouvelles et si vite. Et toi, tu ne m'as pas fait attendre et je me sens nulle. Mais tu ne me dis toujours pas si tu comptes rester encore à New York pour revenir bientôt. Si tu savais comme tu me manques. Mais de toute façon, fais comme tu veux. Moi, je ne suis plus triste, même que je sens que tu ne rentreras pas si vite. Car je ne veux que ton bonheur et je ne veux pas être une mère égoïste. Le film suivant, c'est un film de Chantal Akerman qui semble être un documentaire qui s'appelle News from Home, un film donc de 77. Ouais,
Là, ce film, je l'ai vu au cinéma, parce qu'il y avait une grande rétrospective il n'y a pas très longtemps de Chantal Akerman. Et donc, du coup, moi, je connaissais pas, donc j'en ai regardé pas mal. Et ça m'a, pareil, bien soufflé. Et donc, dans ce film-là, donc à chaque fois, quand même, le cinéma de Chantal Akerman, c'est assez particulier, c'est très, très, très lent. Et lui, du coup, on est un peu entre le documentaire, l'essai cinématographique, autobiographique. Et en fait, en gros, si je me trompe pas de mémoire, mais en gros, elle est partie en Israël quand elle devait, je sais pas, avoir 23-24 ans. Et puis ensuite, elle est partie à New York sans vraiment le dire à ses parents parce qu'elle avait envie de passer 4-5 mois à New York pour voir un peu le New York des années 70, tout ça. Et je pense que sa mère, entre autres, l'a assez mal vécu que sa fille chérie parte comme ça aussi longtemps. Et elle y est retournée quelques années plus tard à New York pour filmer en gros donc toutes les rues de New York. Donc il y a plein de scènes où on a vraiment accès au New York des années 70. Donc rien que pour ça, c'est super. C'est que des grands plans fixes qui sont d'ailleurs super bien cadrés. On voit le style de l'époque. D'ailleurs, ils étaient tous trop stylés dans les années 70. Et sur ces plans-là, en fait, elle lit les lettres que sa mère lui envoie. Elle le lit dans un ton assez monotone, assez comment dire, dénué de sentiments, quoi, de manière très protocolaire, voilà. Et sa mère lui dit, voilà, quand est-ce que tu rentres? Ton père, il a eu ci, on a visité les machins, on a dîné. Donc c'est des choses très factuelles, pas très profondes. Et en fait, de lire ces lettres-là sur ces images de New York, je trouve que ça marque vraiment à quel point elle a envie de faire un peu un break avec sa famille et ce gouffre un peu où elle est dans le New York des années 70 pendant que ses parents sont dans une petite ville, je suppose, en Belgique. Donc ça marque vraiment le fossé aussi entre elle, sa mère, et ça marche super bien. Et vraiment, le film dure 85 minutes, donc c'est assez court. Et le format est vraiment très bien pensé, je trouve. Et voilà. Ok. Je le recommande vivement. Très bien. Et les autres films de Chantal Akerman aussi, les Rendez-vous d'Anna, tout ça, sont vraiment bien. Là, actuellement, la rétrospective est encore lieu. Là, il y aura des films cet été proposés au Lobis, le cinéma en face de la bibliothèque de Blois. Je ne sais plus lesquels exactement parce qu'elle ne presse pas tous les films de la rétrospective. Ouais. Mais il faut savoir que quand la rétrospective a commencé, les films, en fait, ils sont disponibles un peu plus d'1 an pour tous les cinémas. Ouais. Et sans avoir de problème d'excès de droits à payer. Okay. Donc là, ça va arriver pendant cet été, ici à Blois. Profitez-en. He will rock you. He will roll you. Baby, don't you know my he will move your soul. Come on, love me today. Donc maintenant, on va parler de Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, donc son premier film en 1997, un film américain. Ouais, ça je l'ai vu il y a 1 an et ça a été une énorme claque aussi. Moi, Paul Thomas Anderson, en général, j'ai quand même beaucoup aimé ses films, à part les derniers, où j'ai un peu moins apprécié, la Licorice Pizza, tout ça, je trouve qu'il se perd un peu. Mais là, pour un premier film, il y a tout, quoi. Il y a tout. Donc l'image, la mise en scène, les mouvements de caméra, le montage, je trouve qu'il y a une maîtrise globale qui est assez incroyable. C'est hyper beau à regarder aussi. Le jeu d'acteur, le casting est fou. Le casting est affolant. Ouais. Vraiment, on n'a que des acteurs et des actrices qui sont vraiment, en plus de cette époque-là, qui sont un peu au sommet, je trouve, de leur savoir-faire, quoi. Et ça compte l'histoire de Dirk Diggler, un mec en gros qui a visiblement un énorme pénis et qui se fait repérer en fait par un réalisateur pour jouer donc du coup dans des films porno. Donc on est vraiment dans le porno des années 70. C'est assez ça qui est intéressant aussi, c'est vraiment ça aborde ce milieu-là qui est assez peu raconté en fait au final. Et ça le raconte de manière assez précise. Je trouve qu'on se rend assez bien compte des dynamiques de l'époque vis-à-vis de ce milieu-là. Et en fait, il y a vraiment donc qui se fait prendre pour ça. Donc ça compte cette histoire-là. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que, je sais pas, il y a une espèce de tendresse, je trouve, vis-à-vis de tous ces personnages qui ont pourtant
on va dire qu'ils existent surtout grâce à ce milieu-là, quoi. En dehors de ce milieu, ils sont un peu rien, ils sont un peu personne. Et il y a une espèce de justesse entre les personnages qui est vraiment touchante, je trouve, même s'il y a aussi une espèce donc, de descente en enfer petit à petit pendant le film. Mais en fait, même à l'issue de cette descente en enfer, ça finit plutôt... Je m'en souviens plus. Ouais, on va pas spoiler. En fait, pour moi, ça raconte aussi l'enchaînement en fait, de ce qui était considéré comme un âge d'or du porno, qui était encore du cinéma sur pellicule, 16 mm 35, et qui est passé à la vidéo. Et là, la vidéo, c'est vraiment la chute et la descente aux enfers, où ça devient une sorte d'autre business qui ne va pas se limiter à des petits groupes, je ne voudrais pas dire d'artisans, mais parce que ça reste quand même... Mais voilà, ça va changer vraiment, ça va devenir une industrie encore plus crapoteuse. Et plus lucrative aussi, du coup. Donc, ouais. Et puis c'est vrai que là, lui, le réalisateur, il filme encore à la péloche, et pour lui, il fait de l'art, quoi. Il a vraiment une espèce d'amour pour le cinéma à travers le film pornographique. Et dès qu'on rentre dans la vidéo, c'est vrai que c'est là aussi où le porno est rentré dans... Enfin, c'était déjà du porno avant, mais je veux dire, après, dans les années 80, on passe à un porno qui est quand même plus hardcore aussi, plus trash. Et puis plus de masse aussi. Et plus de masse, ouais. Il y a une scène d'ailleurs dans le film là, de la limousine qui est assez connue, où il y a donc une des actrices en gros qui se fait balader en limousine, et en gros ça c'est un vrai, je sais plus comment ça s'appelle, On the Prowl je crois, un truc comme ça. C'est un vrai truc qui a existé dans les années 90, c'était le début d'un nouveau style de porno où on emmenait une actrice porno en limousine, on prenait un mec random dans la ville, et il avait du coup la chance de pouvoir avoir des rapports avec cette actrice-là. Et il y a une scène dans le film qui est vraiment inspirée de ça et qui est méga choquante et bien deep. Il y en a d'autres dans le film aussi, parce que des fois il y a un côté un peu Tarantino, un peu léger, hyper emmené, assez drôle aussi. Et il y a des fois quelques scènes comme ça qui viennent s'immiscer, qui sont vraiment... tu restes un peu bouche bée, et c'est assez choquant quand même. C'est pas à mettre entre toutes les mains, je trouve. Quand même. D'ailleurs, voilà, à moins de 16 ans. Mais ouais, non. Très 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 bon film. Oui, puis c'est des premières apparitions aussi de Philip Seymour Hoffman, qui joue un machiniste, je crois, qui tombe amoureux justement du personnage principal. Qui est super. Enfin, il y a plein de rôles intéressants. Ouais. Donc c'est un film qui est assez long. C'est un film qui est assez long, qui dure plus de 2h30, je crois, mais il y a vraiment on voit pas le temps passer. Il y a énormément de choses à montrer et à raconter. Ouais. Et pour un premier film, je trouve ça quand même impressionnant. Oui. Et on perd jamais le fil. Il y a énormément de personnages. C'est clair comme de. C'est un film choral, ce qu'on appelle. Oui, c'est ça. Film choral, parfaitement maîtrisé. Très bien. On enchaîne avec Burst de Jonathan Glazer, donc un film américain de 1997 avec Nicole Kidman. Ouais, lui je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé vraiment bien, pareil, je crois que c'est son deuxième film, mais voilà, je l'ai pris pour faire un petit twist, parce que bon, je ne trouvais pas Under the Skin dans les bacs, et je me suis quand même dit que c'était un de mes films préférés, donc j'avais quand même envie d'en parler. Mais Jonathan Glazer, moi je l'ai découvert avec Under the Skin. C'est plutôt un mec à la base, si mes souvenirs sont bons là aussi, qui vient plus de la publicité. Il a tourné énormément de publicité et des clips vidéo, notamment pour des groupes comme Radiohead. C'est lui qui a tourné le clip de Karma Police, de Street Spirit. Enfin voilà, il était plutôt connu pour ça. Et d'ailleurs, entre Burst et Under the Skin, je crois qu'il n'a pas fait de film. Et Burst date de 2004, tandis que Under the Skin... J'ai 97 moi. 97, ah ouais. Et Under the Skin, je crois que c'est 2014, un truc comme ça. Et Under the Skin, ça fait vraiment partie de mes films dans mon top 5, on va dire. D'accord. Où voilà, en gros, c'est vraiment joué donc, par Scarlett Johansson, qui a quasiment fait aucun rôle de ce type-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a fait beaucoup d'écho à l'époque, parce que elle se retrouve à jouer un personnage très robotique, très froid, et elle questionne même sa propre beauté, sa propre carrière hollywoodienne un peu dans ce film-là, je trouve. Mais bon, ça, c'est pas pour ça que j'ai le plus apprécié, c'est vraiment l'histoire. En gros, on commence le film,
On comprend vaguement que le personnage principal, c'est en fait un extraterrestre qui est un peu là sur Terre pour aller séduire des hommes. Ça, c'est tourné en Écosse. L'image est vraiment magnifique. Et en gros, elle roule à bord d'un fourgon. Donc dans le fourgon, il y a aussi vraiment que des espèces de GoPro, des caméras GoPro, caméras cachées qui sont disséminées. Donc on a dans le montage aussi quelque chose d'hyper efficace où d'un coup on a un point de vue du rétroviseur, un point de vue face à elle, un point de vue depuis la boîte à gants. Je trouve qu'il y a une espèce de grammaire dans le montage et dans comment c'est filmé qui marche hyper bien. Et ça a été tourné presque à moitié en caméra cachée aussi, c'est-à-dire que vraiment elle accoste en fait des passants dans sa fourgonnette pour les faire monter à bord et ensuite les amener dans un mystérieux hangar où là le sol est vraiment une espèce de sol miroir couvert d'eau et en fait elle se dénude, l'homme qui est monté dans le fourgon la suit parce que ça interroge aussi le désir des hommes, tout ça quoi. Et en fait ils tombent un peu dans un piège. Et c'est pour ça que le film s'appelle Under the Skin. Ça aussi on le comprend quand même assez vite. Ils perdent leur peau et leur peau est peut-être, on sait pas trop, mais réutilisée pour faire débarquer d'autres extraterrestres qui pourraient se mettre dans la peau d'humains. Et vraiment je sais pas, c'est un film qui m'a énormément marqué à l'époque quand je l'ai vu. Et j'ai pas pour habitude de revoir les films, j'ai toujours peur d'avoir une lecture moins bien de ce que j'avais eu, surtout les films que j'ai aimés. Et lui, Under the Skin, je l'ai vu 2-3 fois et à chaque fois ça a été le même coup de poing pour moi. Et voilà, j'oublie sûrement plein de choses à dire sur ce film-là parce que vraiment je pourrais en parler des heures. Mais voilà. C'est vraiment, pour moi c'est vraiment c'est une histoire de vampire. De vampire? Ah bah oui, complètement. C'est un vampire extraterrestre, mais voilà, il séduit, il embarque, il absorbe la vie, la substance de sa victime, et puis il passe à la suivante. Ouais. Voilà. Alors moi, c'est le problème que j'ai souvent avec le cinéma de Jonathan Glazer, je pense aussi à La Zone d'intérêt, c'est que j'ai l'impression que c'est filmé vraiment de loin, sans implication émotionnelle, quoi. Ça, je l'ai beaucoup ressenti dans La Zone d'intérêt. Et moi, je reste un peu à côté sans que ça me touche beaucoup plus que ça, quoi. Ouais, moi Under the Skin, autant ça me l'a fait un petit peu sur La Zone d'intérêt, j'ai trouvé qu'il y avait un peu des écueils, une fois qu'on avait compris ce dispositif aussi de filmer les gens de plein pied, comme ça, très, voilà, comme tu dis, sans application, très émotionnel. Mais pour Under the Skin, je trouve que ça donne un objet, en tout cas, qui est assez parfait dans ce style-là, bien sûr. Et puis je sais pas, l'histoire, voilà, c'est quand elle accoste ces hommes, y en a donc qui montent dans le fourgon et à un moment donné il y en a un qui est complètement défiguré et elle en fait elle a vraiment aucune émotion parce que c'est un extraterrestre donc elle comprend pas, elle différencie pas le beau du laid et finalement c'est cette rencontre là qui va petit à petit la faire sortir en fait de ce côté insensible. Elle va commencer à devenir de plus en plus humaine en fait au fil du film et puis ça va tourner un peu mal, je dirais pas la suite mais non, moi c'est un 12 sur 10 quoi. The hours passed and the waiting began. The silence grew ever deeper and the volcano La Soufrière shrouded itself in clouds. Nobody knew whether the eruption would happen in the next few minutes or the next day, and because one could not see a thing, the fear became anonymous. Maintenant, nous allons aborder le DVD qui est un recueil de DVD qui s'appelle Les Ascensions de Werner Herzog. Donc 3 documentaires de 73, 77 et 84. Ouais. Donc ça, je l'ai pris parce que pareil, c'était un peu les premiers documentaires vraiment d'auteur que j'ai pu regarder. C'était quand même ceux de Werner Herzog, qui à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je suis pas si vieux, mais quand même, ils étaient disponibles un peu que sur YouTube en mauvaise qualité. Et donc dans ce coffret-là, ça regroupe donc La grande extase du sculpteur sur bois Steiner. Donc ça, c'est absolument génial. Ça raconte en fait l'histoire d'un gars, je sais plus si c'est en Suisse ou je sais plus où c'est exactement, mais qui fait du saut à ski. Donc vraiment ces grands toboggans là où on saute à ski et donc on est dans les années 70 donc c'est vraiment un sport extrême, encore aujourd'hui c'en est un aussi mais à l'époque encore plus parce que les gars ils sautent sans casque quoi. C'est vraiment le début et donc le mec on le filme aussi beaucoup dans son atelier où il sculpte vraiment, c'est lui qui conçoit ses skis.
Et bah voilà, là je vois c'est marqué une citation de Herzog qui dit « Je descendrai en enfer et j'arracherai un film aux mains du diable si c'était nécessaire ». Il y a vraiment ce côté qui peut être aussi critiquable pour d'autres aspects, mais c'est un mec qui a toujours été attiré par le risque, par des choses assez deep, quoi. Par l'obsession. Par l'obsession, ouais. Et donc là, il filme ce mec qui saute à ski, il filme aussi ses concurrents qui sautent, il filme au ralenti quand ils sont dans les airs, donc ça donne des images magnifiques, et aussi il filme beaucoup de chutes. Et ça finit souvent mal, et du coup le personnage principal de ce documentaire dit voilà, moi je sais qu'il y a plein de gens qui viennent me voir en fait juste pour me voir tomber, et je sais qu'un jour je vais mourir pendant un saut à ski, et donc du coup il le questionne là-dessus, enfin c'est vraiment prenant. Et la musique du film est vraiment super, c'est un mec qui s'appelle Popol Vuh, qui faisait de la musique un peu psyché à l'époque, enfin cette musique-là en tout cas sur ses plans ralentis ça marche très bien. L'autre documentaire, donc du coup La Soufrière, bah, c'est sur l'île de la Guadeloupe, c'est un volcan qui menaçait d'entrer en éruption, et du coup tu as vraiment 75 000 habitants qui ont été évacués de l'île, et lui il décide d'y aller quand il n'y a plus d'habitants pour rencontrer les seuls qui sont restés sur cette île et les questionner un peu sur leurs raisons de pourquoi vous restez, pourquoi vous êtes prêts à mourir. Et la plupart qu'ils rencontrent sont un peu des agriculteurs qui n'ont pas eu les moyens de partir, qui ne veulent pas quitter leur terre, et certains qui sont prêts en fait à mourir, qui sont en mode si ça doit s'arrêter là, ça s'arrêtera là, et donc il y va. Donc il faut aussi prendre vachement de risques à son équipe parce qu'ils vont sur le volcan, ils peuvent y passer eux aussi, et je trouve qu'on ressent vachement ça du coup dans le documentaire, quoi. Donc ça m'avait beaucoup marqué. Et le dernier, La Montagne Lumineuse, pareil, il suit un alpiniste, pareil dans les années 70, qui veut du coup monter 2 sommets de l'Himalaya, qui sont à 8000 mètres, pardon. Oui. Et donc du coup, le mec, il a comment on appelle ça, ceux qui portent des Sherpas qui sont là pour lui, pour porter tout son matériel. Et Herzog est là avec son équipe, ils marchent derrière lui, ils le suivent pas jusqu'en haut, mais on est avec eux, et donc tout ça se déroule dans les années 70, donc pareil, que ce soit le saut à ski ou l'alpinisme, on ressent aussi l'équipement, ou les duvets, les tentes, ça pèse 25 kilos, on est loin du sac de 12 kilos d'aujourd'hui, quoi. Et pareil, ce mec est complètement obsédé, il veut atteindre les 8000 mètres, je crois que pendant le film, il y a des Sherpas à un moment donné qui disent non, on arrête de vous suivre parce que là c'est trop risqué, et lui il y va quand même, et je sais plus comment ça se termine, mais il y a vraiment un suspense aussi qui est assez incroyable. Et ouais, vraiment je vous recommande de regarder les 3, même les uns à la suite des autres, ils durent tous un peu moins d'1 heure, et c'est super. Ouais, je connais pas ces 3-là, je connais les documentaires qu'il a fait un peu après, mais c'est toujours la même forme avec sa voix off en commentaire. Oui. Voilà, où qui est iconique. Il parle en anglais. Ouais. Ok. This is a new adventure for humankind. Ouais. Il a vraiment une voix qui t'embarque aussi, je trouve. Et ses propos sont pas inintéressants en plus. Et donc du coup c'est sous-titré. Enfin c'est toute une esthétique aussi qui est vraiment géniale, quoi. Et puis il a inventé une forme de documentaire aussi qui a été repris des fois de manière beaucoup moins bien aussi par la suite, dans ce côté un peu obsessionnel, un peu sensation forte quand même. Oui, de toute façon, il a vraiment son intérêt pour les obsessions qui mènent à la mort, que ce soit pour Grizzly Man, pour quand il filme les crafts. Donc il a fait 2 documentaires sur les problèmes liés au volcan. Ouais. Donc où là aussi les gens de toute façon vont aller au bout de leur passion jusqu'à y laisser leur peau, quoi. Ouais. Et on retrouve ça dans ses films aussi, quoi. Fitzgeraldo, oui, bien sûr. C'est que des fous, quoi. Oui, complètement. Ouais. But who's behind it? What do they want? I want you, Max. You. Come to me. Come to Nikki. Come on. Don't make me wait. Please. Et on termine avec un film canadien, donc Vidéodrome de David Cronenberg, un film de 1983. Ouais, donc pareil, Cronenberg, il n'y a presque rien à jeter, surtout dans ces années-là où il a vraiment abordé tout ce cinéma de genre qu'il a presque inventé aussi à sa manière.
Ah oui, c'est un inventeur de forme, clairement. Ouais, carrément. Et je trouve que ce qui est génial, c'est que par rapport à d'autres films de ces époques-là, qui peuvent être d'ailleurs super aussi, de plus série B, lui a un côté, je trouve, très sérieux, très métaphysique aussi, presque un peu lynchéen, je trouve, sur certains abords. Il traite toujours des sujets... Bon, voilà, dans Vidéodrome, c'est hyper visionnaire, quoi. C'est vraiment un mec... qui découvre un espèce de programme télé qui vient de Malaisie ou de je sais plus où et qui diffuse des scènes de torture, de porno, on sait pas trop, un peu un mélange de trucs bien hardcore. Et il est complètement fasciné par ça, parce que lui-même travaille pour une chaîne de télé, et il est en recherche un petit peu de ce qui va faire le buzz ou de ce qui... Et tout ça se passe au travers d'une cassette en fait qui va enfiler dans sa télé, et là du coup il va se passer plein de choses. Donc pareil au niveau des effets spéciaux et voilà de la sculpture dans le cinéma dans laquelle je travaille moi aussi un petit peu. Bah voilà, on dirait des œuvres d'art contemporain quoi. La cassette elle bouge et ça a pas vieilli d'un poil, c'est-à-dire qu'on est loin des effets numériques d'aujourd'hui qui peuvent être super aussi. Là on est vraiment sur des effets physiques et ça marche super bien. À la télé pareil, quand il met sa tête à l'intérieur, vraiment l'écran se transforme en une espèce de membrane veinée de sang, à moitié corps, moitié objet technologique quoi. Et bah pareil, énorme claque quand j'ai vu ce film. Je crois que c'est mon préféré de Cronenberg. Et voilà, je trouve que la thématique aussi il y a aussi vraiment un très bon équilibre par rapport à La Mouche, qui est vraiment aussi un gore movie, mais qui est incroyable aussi. Mais je trouve que dans Vidéodrome, c'est plus ponctué, les moments un petit peu vraiment de chair, de transformation de corps, il y a notamment un moment où il prend un flingue là dans son ventre. C'est bien équilibré quoi. Quand ça arrive, c'est hyper justifié, c'est pas gratuit du tout je trouve, et ça contribue vraiment à l'histoire du film. Et voilà, c'est un film un peu comme tous les films que j'ai présentés, où quand je les ai vus sur mon ordinateur, j'ai fait des tonnes de screenshots parce qu'il y a des plans, des images qui sont vraiment super beaux. Voilà. Oui, puis je crois que c'est vraiment son premier film où il s'intéresse à la transformation du corps, où ça paraît vraiment de façon claire dans ses films. Ouais. Avant, il y avait entre Scanners ou Dead Zone, etc. Il y avait des scènes un peu gore, mais il n'y avait pas cette obsession de la transformation du corps et la modification du corps, qui va atteindre son apogée dans La Mouche. Oui. Et puis on le retrouve après dans plusieurs de ses films, mais voilà, ça c'est là-dessus, il a été vraiment un précurseur. Et je crois qu'il est médecin de formation ou de formation médicale, je sais plus laquelle exactement. Et on sent que ça l'a marqué. Oui, ça l'a marqué. Bah, toute sa filmographie jusqu'à après, bon, il passe un peu à autre chose avec Les Promesses de l'Ombre, tout ça, qui sont aussi des bons films, mais jusqu'à Existence, on va dire. Il y a vraiment ce rapport au corps qui est tout le temps présent et qui est vraiment à la fois visuel mais à la fois presque philosophique, je trouve. On peut vraiment disserter et conceptualiser sur ces films, et du coup c'est ça qui me plaît vachement, c'est qu'il y a à la fois le côté cinéma de genre un peu lugubre, un peu bizarre, un peu emprunté de la série B, mais il l'emmène, je trouve, à un niveau même sur un point de vue plus en mode thriller quoi, qui est vraiment super maîtrisé. Et c'est des films qui font toujours 1h30, qui sont dans leur montage, dans le scénario, qui sont impeccables quoi. Genre même jusque dans la durée du film, c'est hyper juste. C'est ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'il y a toujours une précision dans l'écriture, c'est qu'il n'y a pas de gras, et en fait tout s'enchaîne sans ventre mou. Non, c'est juste que c'est épuisé, extrêmement bien écrit. C'est génial, c'est génial. Et film hyper 80s aussi, voilà, dans les décors notamment, dans toutes ces télés cathodiques et les cassettes VHS. Et les cassettes VHS qui du coup deviennent des choses un peu vivantes quoi. Et ouais, super. Quand je ne dors pas, la nuit se traîne, la nuit n'en finit plus. Et j'attends que quelque chose vienne. Mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre.
Merci Simon pour cette sélection. Alors depuis quelques émissions, j'ai pris aussi l'habitude de vous faire une petite reco. Et ma reco pour ce mois-ci, dans les derniers films que j'ai vus, c'est donc un rattrapage de l'année dernière, de 2024, un film que je n'avais pas vu qui s'appelle La Nuit se traîne. Donc c'est un film belgeo-français de Michel Blanchard. C'est un film qui se passe dans la nuit de Bruxelles et on suit un jeune étudiant qui pour financer ses études est serrurier la nuit, donc il intervient pour débloquer les gens qui sont souvent bloqués à l'extérieur de chez eux. Et lors d'une soirée, il va se retrouver avec une jeune fille qui va le faire donc ouvrir une porte et qui va le faire entrer dans le milieu du grand banditisme belge. Et ça va être une nuit qui va être après très... ça va être un film policier, un film d'action complètement inattendu. Dans une nuit, alors un cinéma de nuit à Bruxelles, quand on connaît pas un peu la ville, on se régale, parce qu'on voit plein d'endroits qu'on connaît, et qui est extrêmement bien serré, extrêmement bien écrit, avec une musique vraiment... C'est le film, j'en avais très peu entendu parler, et ça est tout de suite rentré dans un de mes films préférés l'année dernière. Donc je vous le conseille, il est disponible en DVD, je sais que la bibliothèque de Blois l'aura bientôt, donc n'hésitez pas, La Nuit se traîne, qui est une chanson de, si je ne dis pas de bêtises, c'est un tube des années 60, un tube vieilli, j'ai oublié le nom de la chanteuse, bon c'est pas grave, qui est vraiment un leitmotiv qui va revenir au fur et à mesure du film. Donc voilà. Bon, merci Simon. Merci Étienne. Donc est-ce que toi est-ce qu'on peut te suivre quelque part sur les réseaux sociaux, un site internet ou pas spécialement? Sur Instagram, ouais. Okay. Sur Instagram, vous tapez Simon Delio, vous pouvez voir un peu ce que je fais, mon travail. Mais voilà, je suis pas non plus hyper actif sur les réseaux sociaux. Très bien. Quant à nous, vous pouvez suivre notre actualité sur les réseaux sociaux en tapant les profils de la dernière séance. Et merci à l'équipe de la bibliothèque de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you.